Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 18. Dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le Market Order Flow actuellement en fort vente. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Le Bitcoin qui est rentré dans le PI Cycle Bottom, qui est un indicateur où à chaque fois que le Bitcoin est entré dedans, et là il est rentré dedans hier, il a fini par repump dans les 3 jours. Donc si cet indicateur dit encore vrai, on est censé repump au maximum le 15 au soir, donc demain soir. Mais avec une telle annonce et l'état des marchés, bien que finalement les annonces hier d'augmentation de l'inflation n'a pas eu tant d'impact que ça, il y a eu une petite chute puis ça a été rattrapé directement, bah finalement pour le moment on sait toujours pas où on va, le Bitcoin est toujours dans un range. Moi je vois pas comment on peut repartir en boule actuellement, donc j'imagine un gros crash. Mais comme vous le savez, je suis assez optimiste, je pense que ça sera le dernier, puis après le marché repartira à la hausse. Mais personne n'a de boule de cristal ou de DeLorean pour aller voir ce qui se passe dans quelques mois. Il faudra donc bien suivre les marchés. Pour l'instant, ça l'a plutôt bien engagé sur le Bitcoin parce que justement pendant la nuit, pendant que personne regarde, ce qu'on appelle la dead zone, c'est-à-dire entre la clôture des marchés US et l'ouverture des marchés asiatiques, on s'est tapé une bougie où la décorrélation s'est faite. C'est-à-dire que pendant ces horaires ici qui correspondent à la dead zone, on a eu un rallye autorisé justement, je pense, par le manque de participation et donc une décorrélation, vous voyez, pendant qu'ici on allait plutôt vers le bas, clôture des positions haussières, là on a eu plutôt vers le haut. Alors, pendant que c'est arrivé aussi, donc ça c'est plutôt bullish, cette décorrélation, même si c'est suspicieux, c'est-à-dire que si c'était arrivé en pleine session US ou alors en pleine session européenne, on se serait dit, tiens, Bitcoin trouve un peu d'indépendance et c'est legit, alors que là c'est peut-être juste parce que le village ennemi dort. C'était peut-être une petite ruse dessus pendant que tout le monde dormait. Donc on peut malheureusement pas trop compter sur cette décorrélation, il faudrait voir si elle se confirme dans la durée. Pour commencer, il y a le P-Cycle Low qui est en train d'exciter la toile. C'est en train de faire le buzz, ça cartonne, comme le diraient les boomers. P-Cycle Low, c'est quoi? C'est un indicateur de bottom avec, regardez, un backtest ici. Donc on a un backtest et ça y est, maintenant ce sera nouveau bottom parce que ça fonctionnait une fois. Il a fait plusieurs réussites pour les ATH, mais pour la partie low, il a fait qu'une preuve pour l'instant. Avec le BLX, peut-être ça change. On va checker le BLX, mais pas convaincu. Alors, ici, il a trouvé un low, et ensuite... Ah, là, il a trouvé un low aussi, on va checker ça. Hop, est-ce que là, c'était un low? Ok. Autant pour moi, 2 backtests, un low ici, donc ça, c'est parfait. 2 backtests de réussite, c'est bien, mais c'est rien de très incroyable. Souvent, on trouve des indicateurs qui ont 4, 5, voire plus de backtests, là, on a que 2. Alors oui, c'est très étrange, parce qu'ils ont déclaré pile poil bottom, là, c'était vraiment pile poil bottom, là, également. Mais quand même, se baser juste sur 2 faits historiques, voilà. L'Ethereum que vous pouvez voir ici. Donc là, l'Ethereum n'a pas eu assez de puissance pour aller chercher les liquidités. Hop, je me suis trompé d'outil. Juste au-dessus des 1284 $. On a directement réintégré. Donc là, on voit, c'est vraiment un range parfait. Donc normalement, on est censé retourner dans le bas de range pour pouvoir récupérer un maximum de liquidation, maximum de liquidité, même peut-être aller chercher plus bas. Moi, pareil, j'ai posé pas mal d'ordres, beaucoup plus bas, et pour pouvoir repartir sereinement dans le futur. Donc voilà, c'est encore ennuyant. Je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui se font complètement avoir en ce moment, donc s'il vous plaît, continuez à regarder les vidéos et ne pas vous faire avoir, parce que sur les réseaux, tout le monde est beaucoup trop bullish, on va dire, dès qu'on a une petite bougie de 2, 3, même des fois 5%. Et donc voilà, moi mon rôle c'est de calmer vos ardeurs et de vous rappeler que l'argent c'est dangereux et surtout que les marchés financiers sont là pour vous le prendre, ok ? Donc hier à 14h29, on est à 1 minute de la publication du CPI aux États-Unis et on se dit, bon, de toute façon, vu la tronche des matières premières ces derniers temps, vu la baisse du pétrole, vu la baisse du cuivre, vu la baisse du blé, etc., logiquement, le CPI devrait baisser. Ou s'il baisse pas, il devrait être plus ou moins dans les attentes des analystes. Alors je rappelle que les analystes, eux, ils attendaient 8,8%. À 14h31, on s'est rendu compte que le CPI est sorti à 9,1%, au-dessus des attentes des analystes, 0,3% au-dessus des attentes des analystes,
C'est donc horrible. Le CPI, l'inflation, autrement dit, n'arrête pas de monter. Quoi que fasse la Fed, ça ne veut pas arrêter de monter. Ça continue à nous coller au basket et ça reste un problème. Alors oui, bien sûr, comment le marché peut-il réagir à ça? Mal, parce que forcément, ça veut dire que la Fed monte les taux, l'inflation ne baisse pas. Donc la Fed va devoir monter encore plus les taux pour essayer que finalement ça fonctionne. On dit toujours que répéter les mêmes mouvements, répéter les mêmes choses pour des choses qui ne fonctionnent pas, c'est un petit peu le syndrome de la folie. D'accord? Là, c'est un tout petit peu différent. On sait que la Fed va devoir continuer à monter les taux et la question que l'on doit se poser, c'est comment est-ce que nous, investisseurs, on va gérer ça? Maintenant par contre, une chose sur laquelle garder un œil attentif, c'est évidemment la situation avec l'Allemagne. Comme prévu, la Russie a bien coupé l'arrivée de gaz pour l'Allemagne afin d'effectuer ces fameuses réparations, mais la crainte actuelle, je vous le rappelle, c'est qu'elle compte peut-être ne pas rétablir ce pipeline. Maintenant, ces situations géopolitiques vont bien sûr affecter ce qui va arriver avec tous ces chiffres, l'inflation sur les marchés et toutes ces différentes choses. Donc ouais, et tout ça pour vous dire qu'on doit tout de même se méfier de ce genre de choses, mais en excluant quoi que ce soit de totalement catastrophique et en admettant que tout se passe comme sur des roulettes, ce qui forcément n'est jamais le cas. Encore une fois, il faudra toujours qu'on s'adapte et qu'on réagisse en temps et en heure. Mais ouais, en gros, je pense que l'inflation a soit déjà atteint son sommet, ou alors qu'on va voir arriver ce fameux pic d'ici les 1 ou 2 prochains mois approximativement. Et on continue. Un euro dès 2023, la Banque de France prête à sortir la planche à billets numérique. Oui, on a bien compris, la Banque de France voudrait peut-être être un peu en avance sur l'Europe, peut-être avec son billet numérique, comme on dit. Mais bon, je sais pas si ça va nous avancer tout ça ou pas. On aura cette monnaie numérique, on l'aura pour la Banque de France, on l'aura pour la Banque européenne, évidemment. Mais moi, les questions que je me pose, c'est grâce à ça, ils nous détestent, ils nous détestent, on va pas dire ça, mais ils n'aiment pas trop la crypto-monnaie, ils n'aiment pas la DeFi, c'est la finance décentralisée qu'ils n'aiment pas évidemment, parce qu'une finance décentralisée à la base, c'est ce qui n'est pas géré par la Banque de France, pour nous autres Français. On a bien compris, ou alors pour la Banque européenne, pour l'Europe. Donc, automatiquement, ils n'aiment pas la DeFi. Mais la crypto-monnaie, ils aiment bien, comme on dit, la blockchain, tout ce qui va autour de ça, tout ce qui a servi à fabriquer la DeFi, à se servir de la DeFi et de la crypto-monnaie. Ils adorent ça et ils vont s'en servir. Mais moi, la question, c'est de me dire, une fois qu'ils vont bien s'en servir, bien tout maîtriser, puisqu'au début, on voyait bien qu'il y a quelques années, ils savaient pas trop quoi ils parlaient. Maintenant, ça y est, ils sont des champions du monde, ils savent de quoi ils parlent exactement. Et comment ils vont nous manger, Comment ils vont nous manger, parce que voilà, cette adoption-là de la crypto-monnaie par les États, je ne sais pas si ça va vraiment nous être profitable. On verra bien par la suite. Alors aujourd'hui, je voulais discuter avec vous de la démographie. Alors pourquoi? Parce que c'est quand même un petit peu le moteur de la croissance économique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on commence à en parler de plus en plus. Ça commence à être un sujet majeur au sein de l'économie. Donc on va discuter un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc déjà, en fait, avant de commencer, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est bien évidemment les deux choses qui stimulent la croissance économique. Vous avez dans un premier temps la démographie, donc ça c'est pour la tendance à très long terme, la tendance séculaire qui dure au-delà de bien évidemment 5-10 ans. Et vous avez les tendances à plus court terme qui, elles, sont un peu plus déterminées, stimulées par le crédit. Donc en fait, ce sont vraiment les deux choses qui vont stimuler un petit peu la croissance économique. En fait, qu'est-ce qu'on va regarder lorsqu'on étudie la démographie? On va déterminer dans la démographie le taux de croissance déjà dans un premier temps, et aussi on va regarder en fait l'âge de la population. Donc là, par exemple, sur ce graphique ici, vous pouvez voir que dans des pays développés comme par exemple les États-Unis, la Chine, le Japon ou par exemple l'Europe, puisqu'on a rassemblé les pays d'Europe. Donc on peut voir que justement on a un fort ralentissement de la croissance justement démographique pour la part de population qui se trouve entre 15 et 64 ans. Donc ça c'est une chose, mais on peut voir que cette croissance annuelle est négative pour certains pays comme par exemple la Chine depuis 2015, comme par exemple le Japon depuis maintenant les années mi-90, et vous avez aussi donc l'Europe depuis 2010. Donc depuis vraiment les 3 dernières décennies, on peut constater qu'on a vraiment une problématique au niveau de la démographie. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: est-ce que Bitcoin est contrôlé par les riches?
Un argument qu'on entend souvent à l'encontre de Bitcoin, c'est qu'un très petit nombre de personnes, qu'on appelle des baleines, détiennent la majorité des unités de Bitcoin, et donc ça veut dire que Bitcoin serait centralisé parce qu'il est contrôlé par ce petit groupe de personnes et que son prix est manipulé par ces baleines. Dans cette vidéo, on va voir ensemble que cet argument relève souvent d'un manque de compréhension du fonctionnement de Bitcoin et du concept de décentralisation, et on va voir pourquoi le fait que certains gros porteurs peuvent manipuler aujourd'hui le prix de Bitcoin ne remet pas en cause le fait que Bitcoin soit une monnaie neutre et indépendante. Blockstream. Dans l'espace, les satellites Blockstream montent en gamme. Et en fait, si tu veux, Blockstream, c'est la blockchain Bitcoin par satellite. Conclusion, pas besoin d'avoir Internet. Il suffit que tu aies une antenne, que tu captes le flux et tu sais envoyer une transaction. Même sans téléphone. Enfin, avec un téléphone, sans réseau, sans avoir un opérateur. Ouais, je capte. C'est un truc de dingue. Je vois je vois le concept, quoi. C'est juste qu'il faut que le satellite soit au-dessus de toi, dans ton continent à ce moment-là, on va dire. Ouais. Donc voilà, maintenant le truc c'est que oui, forcément, s'il n'y a plus d'électricité. Mais mec, le jour où il n'y a plus d'électricité, qu'on te coupe l'électricité, tu retournes à l'âge de pierre. Enfin, tu retournes au Moyen-Âge. Hein. Donc je pense que le Bitcoin, tu n'auras plus rien à foutre. Je crois que ton seul souci sera de empêcher les gens de rentrer chez toi et de te piller, tu vois. Donc, je pense que tu penseras plus au Bitcoin, tu penseras à l'arbalète que tu as dans ta cave et qui va pouvoir te protéger, tu vois. Je pense. Une déclaration de l'associé de Warren Buffett, donc Charlie Munger, qui vient encore de dire que investir dans le Bitcoin, c'est investir dans rien. En gros, il est vraiment anti-crypto-monnaie, c'est pas sa première déclaration sur les cryptos. Il a 98 ans et il continue d'ailleurs de travailler, ce qui est très bien. Hein. C'est tout à son honneur à cet âge-là de continuer à travailler sur tous ces sujets. Mais voilà, il est toujours très négatif concernant le Bitcoin, les cryptos. Ils sont un peu passés à côté et il ne s'arrête pas. Warren Buffett aussi, il est contre un peu les cryptos, mais il est un peu plus. Il fait attention à ce qu'il dit. Il est pas aussi direct que Charlie sur les cryptos. Une première grosse news importante, c'est une collaboration avec le Romanian National Institute for Research and Development in Informatics. Bon bref, c'est une institution officielle du gouvernement roumain et ils vont utiliser la technologie Elrond pour proposer des documents officiels d'identité sous forme de NFT. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article sur le blog d'Elrond, je vous mettrai ça en description. Le directeur de l'institut, Adrian Victor Vevera, a dit que le but c'est de faire évoluer la collaboration entre les citoyens et les institutions en utilisant un cadre digital moderne, du Web3, les technologies, pour transformer l'administration publique et gagner en efficacité, en rapidité, en faisant baisser les coûts et réduire les activités bureaucratiques. Faire des NFT, c'est peut-être plus simple et aussi pour authentifier dans la blockchain les documents. On peut se souvenir que lors d'un précédent town hall, Benjamin Minkou avait parlé du fait que la team Elrond était en discussion avec différents gouvernements, dont le gouvernement local, et donc en Roumanie. Il avait aussi dit du coup qu'il y avait des discussions avec d'autres gouvernements à travers le monde. Bon, on peut penser au Panama, je sais pas où ça en est, faudra aussi que je vérifie ça. On a, au Brésil, PicPay qui va lancer son stablecoin adossé au Real et permettre d'acheter des crypto-monnaies. PicPay est une société de paiement au Brésil qui va proposer les crypto-monnaies à ses clients et lancera son stablecoin adossé au Real brésilien. Ces 30 millions d'utilisateurs actifs pourront acheter et transférer du Bitcoin, de l'Ethereum et du USDP de Paxos, en plus de pouvoir payer avec. La fintech PicPay se lance dans les crypto-monnaies. La société brésilienne PicPay, spécialiste du paiement, va proposer les crypto-monnaies à ses clients. L'application totalise 30 millions d'utilisateurs actifs par mois, soit 14% de la population du pays environ. La fintech choisit donc de répondre à une demande croissante vis-à-vis de notre écosystème. Elle estime d'ailleurs qu'au Brésil, 2 fois plus de monde s'intéresse aux cryptos qu'à la bourse. Il sera ainsi possible d'utiliser du Bitcoin, de l'Ether et de l'USDP de Paxos pour effectuer des paiements dans les quelques 5 millions d'établissements acceptant PicPay. Je vais enchaîner sur un autre sujet que je trouve assez drôle. On a Playboy qui est donc en train de s'installer sur The Sandbox, hein, tout le monde surfe sur la vague des NFT. Et alors ça, vous avez pas connu ça, mais c'est pour ceux qui ont connu le Minitel, franchement, ça me fait vraiment penser à ça tellement c'est nul. Ah là là, putain. Et je sais pas, vous voyez, c'est risible en fait. C'est risible, mais bon, évidemment ça va évoluer. Ça va énormément évoluer. Le métaverse
évolué, va énormément évoluer, et on imagine bien ce qui va se passer avec Playboy dans les futurs métaverses. Donc là, je vous laisse imaginer, mais c'est sûr que ça va être aussi une part des métaverses. Donc voilà, les métaverses, ça va pas uniquement être des flagships, enfin des centres commerciaux ou des zones de jeu, ça va être aussi ça. Ensuite, Tony Hawk, le skater le plus connu au monde, qui se lance dans le métaverse et dans Sandbox, et en fait qui aura son propre skatepark dans le métaverse dans Sandbox, donc vraiment énorme. News excellente pour Sandbox qui multiplie les news tous les jours, il y a un truc. D'ailleurs, il y a encore une autre news sur Sandbox. Il y a Bushido qui fait un partenariat avec eux, donc en fait c'est des avatars sous forme de samouraï, donc ils font ça avec eux, c'était trop cool. Et je vous le rappelle qu'il y a 2-3 jours, il y avait une espèce d'event en fait, présenté par une présentatrice connue de League of Legends, je sais plus son nom, sur Sandbox, et du coup Sandbox qui s'intéresse aussi à l'Europe, qui fait plein de choses, qui communique, enfin vraiment Sandbox métaverse numéro 1 pour moi. Ça y est, on peut enfin gagner des récompenses et donc de l'argent dans Axie Infinity Origin, et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors la news est tombée le 30 juin quand j'étais en vacances, donc je suis un peu à la bourre sur la news, mais pour ceux qui ont raté l'actualité, eh bien c'est l'occasion pour vous de rattraper aussi votre retard. Le 30 juin, Origin a connu une mise à jour énorme qui a remis tous les compteurs à zéro, que ce soit pour les runes, les charmes, le classement, etc. et qui a mis en place une saison alpha avec des récompenses à la clé. Et ces récompenses sont des récompenses en AXS. On parlera du SLP juste après. Mais pour les récompenses en AXS, voici comment elles sont découpées. Alors elles sont réservées aux 10 000 premiers joueurs. Et donc comme on le voit ici, donc en partant du principe que l'AXS vaille $16, ce qui n'est en réalité plus le cas aujourd'hui, il est plus à $13 environ, mais je vous laisserai faire votre calcul en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Eh bien, on voit que les joueurs qui se classeront entre la 1000e position et la 10 000e position gagneront 2,88 AXS. Donc, si jamais l'AXS vaut $16, ça représente $46. Et donc, on monte comme ça petit à petit dans le classement, avec les joueurs qui sont entre le top 6 et le top 10, avec une récompense à $2600, donc c'est quand même pas mal. Et pour le premier joueur, on se retrouve avec une récompense à $8000. Donc ce qui représente 500 AXS. Et la saison alpha se terminera le 28 juillet, donc vous avez jusqu'au 28 juillet pour essayer de choper la meilleure place pour choper les meilleures récompenses possibles. Un CryptoPunks qui vient de se vendre à $2,6 millions, alors que le marché NFT est en baisse, le marché crypto est en baisse. Les CryptoPunks sont en train un peu de revenir sur le devant de la scène avec 2500 Ethers, c'est énorme pour cette image, c'est l'un des CryptoPunks les plus rares aussi, parmi les 30 ou les 40 CryptoPunks les plus rares de la collection, donc il y en a 10 000 en tout, 9 999 il me semble. Donc tout ça pour dire que les NFT, oui, ça a fortement chuté, mais dans les meilleures collections et les NFT les plus rares se vendent toujours pour des millions et des millions de dollars. Donc voilà, à vous de juger si cette image de quelques pixels vaut 2,5 ou 2,6 millions de dollars. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.